En fait, ce qui définit le génocide, je remercie la FF, Bonjour à toutes et à tous, un grand merci d'être ici à Fens, présent une nouvelle fois. On est à plus de 12 rassemblements pour faire cesser le génocide perpétré par Israël actuellement à l'encontre du peuple palestinien à Gaza. Depuis plus de 6 mois, on se réunit régulièrement à Sens, à Auxerre, pour réclamer, exiger le cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Je vous remercie vraiment d'être toujours aussi mobilisés, aussi présents depuis ces 6 mois de massacre. Nous sommes donc l'association France-Palestine Solidarité et nous sommes toujours soutenus par plusieurs organisations associatives, syndicales et politiques qui sans cesse nous renouvellent leur soutien, qui sont mobilisés à nos côtés et je les en remercie vraiment sincèrement du fond du cœur. On leur laissera la parole tout à l'heure pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc vous savez que il y a eu quand même une avancée assez importante dernièrement. On verra comment ce sera suivi des faits. Mais pour la première fois, le Conseil de sécurité de l'ONU, le 25 mars dernier, a enfin adopté une résolution exigeant le cessez-le-feu immédiat à Gaza. Malheureusement, il aura fallu 32 000 morts, plus de 10 000 disparus sous les décombres, dont 70% de femmes et d'enfants, 2 millions de déplacés, de populations déplacées de force dans la bande de Gaza. Il aura fallu une Gaza en ruine, la population soumise à la famine, à la privation de soins. 6 mois d'horreur absolue pour qu'enfin les États-Unis ne mettent plus leur veto pour faire adopter cette résolution de cessez-le-feu qui était tant attendue, avec tant d'espoir, par une population qui n'en peut plus. Petit aparté quand même, les États-Unis, malgré ça, n'ont pas cessé la vente d'armes à Israël. Donc voilà, on peut se douter un petit peu de l'hypocrisie qu'il peut y avoir aussi derrière ce vote. En tout cas, la réponse d'Israël, elle ne s'est pas fait attendre. Nous ne cesserons pas le feu, a déclaré immédiatement le ministre des Affaires étrangères israélien. Donc Israël poursuit méthodiquement son génocide, sa stratégie génocidaire, en continuant de bombarder la population civile dans la bande de Gaza, dans toute la bande de Gaza, à faire des dizaines de morts heure après heure, en continuant à imposer la famine. Car à Gaza, vous le savez, on ne meurt plus seulement sous les bombes ou par défaut de soins, on meurt de faim. Et pas à cause d'une catastrophe naturelle, mais par la volonté d'Israël qui a programmé depuis 6 mois la famine à Gaza. Le 1er avril, on apprenait que l'armée israélienne s'était retirée de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand hôpital de Gaza qu'elle avait envahi 2 semaines auparavant. 2 semaines pendant lesquelles les images et les informations parvenues de ce grand hôpital glaçaient le sang. Après ce retrait, l'horreur nous a envahis, en tout cas nous, celles et ceux qui veulent bien regarder. Plus de 300 femmes, enfants, hommes massacrés. Beaucoup d'exécutés, les mains attachées, certains écrasés par des chars, brûlés ou coupés en morceaux par des missiles, des restes squelettiques et des morceaux humains partout en décomposition. Ces scènes atroces nous parviennent, filmées par des témoins, des récits absolument glaçants. Les crimes de l'armée israélienne dépassent tout ce qu'on peut imaginer.
Elle a assiégé, terrorisé et affamé le personnel et les patients pendant 11 jours jusqu'à ce que des asticots apparaissent sur les blessures de certaines personnes. Le lendemain de l'évacuation de l'hôpital Al-Shifa, Israël a assassiné 7 travailleurs humanitaires de l'organisation World Central Kitchen. Donc c'est bien leur présence dans le nord de la bande de Gaza pour tenter de contrer la famine qu'Israël a voulu interdire. Et l'opération est réussie puisqu'ils se sont retirés. Israël franchit toutes les lignes rouges, les unes après les autres, et sans que personne ne l'arrête. Toujours l'impunité la plus totale. Les États-Unis continuent, je le disais, de lui fournir des armes. Et quant à la France, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, à qui la question des sanctions a été posée, a dit « Le temps n'est pas venu des sanctions, le temps est venu de poursuivre le dialogue ». Mais la vie des Palestiniens a-t-elle si peu d'importance? Comment cette complicité de fait peut-elle être assumée avec autant de désinvolture? Comme si le dialogue avec ces criminels avait la moindre chance d'aboutir. Le gouvernement sait pourtant parfaitement que la France a l'obligation d'agir pour que les ordonnances de la Cour internationale de justice soient appliquées, d'agir pour que le génocide en cours soit arrêté. Car oui, seules des sanctions pourront avoir un effet sur Israël. La suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, mettre en place un embargo militaire, rompre les relations diplomatiques avec Israël. Ça, ce sont des sanctions et ça permettrait d'isoler Israël et de le forcer à respecter le droit international et à arrêter immédiatement ce génocide. Car un génocide, ça ne se regarde pas, ça s'arrête. Habiba, 8 ans, tué le 25 octobre. Mohamed, 30 ans, agriculteur, tué le 20 octobre. Nesma, 36 ans, artiste plasticienne, tué le 28 octobre. Mahmoud, 15 ans, tué en octobre, à une date inconnue. Ala, 32 ans, journaliste, tué le 20 novembre. Chédé, 73 ans, poète, tué le 6 novembre. Ilham, 82 ans, enseignante de musique à la retraite, morte 2 jours après de ses blessures, le 12 novembre. Issa, médecin, tué le 22 novembre. Jamal, 5 mois, morte de soif et de faim, le 18 janvier. Hamdi, professeur de droit et doyen de l'université Al-Azhar, tué le 27 janvier. Hani, père de 3 enfants, mort par manque de soins de dialyse le 1er février. Hind, 10 ans, retrouvée morte après son appel de détresse le 10 février. Youssouf et Hamad, ambulanciers, tués quand ils étaient partis secourir Hind le 10 février. Nour, 30 ans, avocate, tuée le 24 février. Helam, 17 ans, morte de faim, 26 février. Hana, 2 ans, morte de faim, en février. Amir, cadre du Croissant Rouge, tué le 24 mars. « 18 noms. Je ne vous ai donné que 18 noms d'hommes, de femmes et d'enfants tués par l'armée israélienne. Seulement 18 noms. Depuis le 7 octobre, dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a tué plus de 33 000 personnes, dont au moins 13 800 enfants. On dénombre plus de 75 500 blessés, dont au moins 12 300 enfants. Des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants sont quant à eux portés disparus. Parce que derrière ce nombre effarant de morts, ce sont bien des personnes avec des prénoms,
avec des vies, avec des visages, tels nos frères, nos sœurs, nos parents ou nos enfants. Parce qu'un génocide, ça ne se regarde pas, ça se dénonce. Je vous propose d'observer une minute de silence en hommage à toutes les victimes palestiniennes, pour ne pas les oublier. Aujourd'hui, il y a une grande mobilisation à Lannemezan pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui est un militant libanais de la cause palestinienne et qui est emprisonné depuis maintenant 40 ans à la prison de Lannemezan. C'est le plus ancien prisonnier politique d'Europe. Et la FPS ainsi que d'autres organisations luttent depuis tant d'années pour obtenir sa libération. Donc, je vais laisser Dominique prendre la parole. Samedi 6 avril 2024, l'association France-Palestine Solidarité sera présente devant la prison de Lannemezan pour faire savoir, une fois encore, à Georges Ibrahim Abdallah, militant libanais de la cause palestinienne, que nous sommes et resterons mobilisés jusqu'à sa libération et à son retour chez lui, au Liban, près de sa famille. Arrêté en 1984, condamné à perpétuité en 1987, cela fait 40 ans qu'il est emprisonné par l'État français, soupçonné d'avoir joué un rôle dans des attentats contre des diplomates israéliens et nord-américains. Cette réclusion perpétuelle, dont il faut rappeler qu'elle repose aussi sur une manipulation des services français, l'impliquant y compris dans des faits postérieurs à sa détention, n'a que trop duré. Par 2 fois, alors que la justice d'application des peines avait décidé la libération de Georges Ibrahim Abdallah, les ambassades des États-Unis et d'Israël sont intervenues et ont obtenu des autorités françaises qu'elles le maintiennent en prison au prétexte qu'on ne libère pas un terroriste. Le 8 juin dernier, Georges Ibrahim Abdallah a déposé une nouvelle demande de mise en liberté avec 13 autres organisations. L'AFPS a écrit au président de la République pour lui demander de faire prendre sans tarder par le ministre concerné un arrêté d'expulsion à son encontre vers le Liban. Prise en amont du jugement du tribunal de l'application des peines, elle est une condition pour que Georges Ibrahim Abdallah, une fois libéré, puisse retourner chez lui. N'ayant pas reçu de réponse à cette lettre, les 14 organisations la renvoient et en attendent une réponse du président de la République. Ensuite, il appartient à la justice, en toute responsabilité et en toute indépendance et de manière pleinement effective, de se prononcer sur sa libération comme elle l'a déjà fait à 2 reprises. La durée de la détention de Georges Ibrahim Abdallah et le blocage des décisions de justice par le pouvoir exécutif sont un déni de justice que nous ne saurions tolérer plus longtemps. Il est important d'y mettre fin. Il est grand temps que Georges Ibrahim Abdallah soit libéré et puisse rejoindre sa famille au Liban. Le 2 avril, il aura 73 ans. Et dans 40 passés en prison, il n'est pas possible qu'il soit condamné à une peine de mort lente, comme le souhaiteraient les autorités états-usiennes et israéliennes. En conséquence, la FPS, aux côtés des partenaires qui, comme elle, dénoncent l'acharnement dont Georges Ibrahim Abdallah est victime depuis tant d'années, sera présente à Lannemezan le 6 avril. D'abord pour lui manifester son soutien et pour exiger du gouvernement français qu'il signe cet arrêté d'expulsion et qu'il rende effective sa libération. Georges Ibrahim Abdallah ne peut être indéfiniment maintenu en prison. Il doit être libéré sans délai ni condition. Ni les États-Unis ni Israël ne doivent dicter la justice en France. 40 ans d'incarcération, ça suffit.
Liberté pour Georges Bien Ibrahim sur Abdallah. le rassemblement de Lannemezan auquel je me rends avec mon compagnon depuis de très nombreuses années. Tous les ans, donc cette année, pour des raisons de santé, c'était impossible. Tous les ans, ce rassemblement est absolument extraordinaire. Très modeste au départ, il est maintenant extrêmement important. Nous arrivons généralement de Lannemezan jusqu'à la prison dans un très très grand défilé, et quand nous arrivons à la prison, nous faisons passer sur les grilles des objets, et nous avons la certitude que Georges entend notre présence, et tous les ans il rédige une déclaration qui est lue sur place. Et je pense que cette année, elle sera particulièrement importante par rapport à sa position sur la Palestine, puisqu'il est d'une solidarité constante par rapport à la Palestine depuis tout le temps. Voilà. Tous les ans, il y a un quart qui est pratiquement gratuit pour les gens qui n'ont pas les moyens, et les autres donnent ce qu'ils peuvent. Il part le vendredi soir et il revient le dimanche matin en partant de Paris. Il y a d'autres départs en province. Voilà. Notre solidarité est constante et présente, et il est formidable que l'AFPS soit présente en tant que telle à ce rassemblement. La lutte du peuple palestinien, et vive 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 la lutte du peuple palestinien. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Et vive la lutte du peuple palestinien, 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 et vive la lutte du peuple palestinien. Cessez-le-feu immédiat, cessez-le-feu permanent, cessez-le-feu immédiat, cessez-le-feu permanent, cessez-le-feu immédiat, cessez-le-feu permanent, cessez-le-feu immédiat, cessez-le-feu permanent, cessez-le-feu immédiat, cessez-le-feu permanent. Complice Israël, assassin, Macron, 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 complice. On va inviter les associations, syndicats et organisations politiques qui soutiennent sans relâche nos rassemblements à venir, si elles le souhaitent, prendre la parole. Alors, dans l'imaginaire collectif, un résistant est un homme, une femme qui combat. Et en Palestine, la résistance ne se réduit pas à cette image. Exister, c'est résister, est un slogan qu'on retrouve sur beaucoup de murs en Palestine. 6 mois après son début, la guerre s'éternise. Depuis le 7 octobre, les bombardements sur l'enclave palestinienne n'ont jamais cessé, portant le nombre de morts à plus de 33 000, et la famine devient une arme de guerre. Les 3 frappes délibérées contre des véhicules clairement identifiés gérés par le WCK, qui ont fait 7 morts, apparaissent comme un nouveau tournant. Ce crime reconnu par les autorités israéliennes a suscité la plus virulente réaction du président Biden en réclamant des mesures concrètes au Premier ministre israélien pour stopper la crise humanitaire. Et Netanyahou aurait autorisé
l'acheminement temporaire par le port d'Ashdod, et il explique dans un communiqué cynique, ô combien cynique, que cette aide accrue permettra d'éviter une crise humanitaire et qu'elle est nécessaire pour assurer la poursuite des combats et atteindre les objectifs de guerre. Dans le même temps, le député communiste Ofer Katif a été chassé par la force de la tribune de la Knesset mercredi 3 avril après avoir dénoncé les attaques d'hôpitaux à Gaza et déclaré que l'opération meurtrière de l'armée à l'hôpital Al-Shifa était un crime de guerre. Pourtant, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a exigé le 5 avril, donc hier, l'arrêt de toute vente d'armes à Israël dans une résolution évoquant les craintes d'un génocide contre les habitants de Gaza. C'est une première en 6 mois de guerre que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU prend position. Elle a été adoptée par 23 pays sur les 47 membres du Conseil, 6 s'y sont opposés, dont les USA et l'Allemagne, 13 se sont abstenus, dont la France, l'Inde et le Japon. Comme des milliers de citoyens du Royaume-Uni mobilisés pour Gaza contre leurs dirigeants, il est temps que la mobilisation en France s'intensifie. La France et l'Europe s'honoreraient d'être du côté de la paix. Il faut que les États occidentaux, et en premier lieu la France, sortent de leur complaisance coupable. Il y a urgence. Les Nations Unies parlent de risque plausible de génocide. En 2014, le Parlement avait voté une résolution non contraignante, un vote symbolique resté mort pour la reconnaissance de la Palestine. Et en 2021, une autre résolution qui visait à la fois à réclamer la reconnaissance de la Palestine et une solution à 2 États avait été déposée au Sénat par les communistes. La majorité de droite l'avait rejetée. Les élus communistes persistent. À l'Assemblée nationale, Pierre Dharréville était intervenu et au Sénat, le jeudi 21 mars, ils ont souhaité porter une résolution visant à ce que la France reconnaisse enfin l'État palestinien et invitant le gouvernement à agir pour un cessez-le-feu effectif et durable dans l'attente de négociations. Les communistes ont et seront toujours du côté de la paix et de la justice et ne nous lâcherons pas. Palestine, l'hypocrisie d'Emmanuel Macron et de son gouvernement de rat-en-guerre. Voici la politique d'Emmanuel Macron en Palestine. Il est le soutien des lobbies militaro-industriels et complice des crimes racistes contre les Arabes palestiniens. Il laisse les Franco-Palestiniens mourir sous les bombes des sionistes, être assassinés dans le génocide et mourir de faim dans une famine organisée. Il protège les Franco-Israéliens qui, sous l'uniforme de Tsahal, massacrent les Palestiniens et pour certains accomplissent des crimes de guerre, comme cela vient d'être établi. Il n'organise pas une véritable aide humanitaire pour les Palestiniens, notamment sur le plan alimentaire. Il continue à fournir armes et munitions à l'État d'Israël pour continuer le massacre. Rappelons quelques faits incontestables. Selon Mediapart, rapporteur spécial des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese affirme dans un rapport qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le seuil indiqué qu'Israël a commis un génocide est atteint à Gaza. Si le terme de génocide est chargé politiquement, sa définition légale n'appartient pas seulement au peuple juif. Avant eux, les Allemands avaient déjà commis un génocide contre le peuple des Héréros en Namibie en 1904 et 1908. Je comprends combien le débat est délicat, mais c'est justement parce que la leçon du génocide contre les Juifs a été forte que nous avons une responsabilité collective à reconnaître quand ce crime peut se dérouler ailleurs. Il y a aussi la livraison à Israël par une entreprise française d'éléments pour la fabrication de fusils automatiques utilisés à Gaza. Pendant le génocide, les affaires continuent entre 1941 et 1945 en Europe. Selon un rapport du PECC, l'agence Média Palestine, que nous publions intégralement en annexe, il y aurait 4000 entreprises françaises impliquées dans l'armement de l'État sioniste assassin. En 1941, dans le cadre de la préparation de l'opération Barbarossa, le SS Herbert Baker mit au point un grand plan, le Hunger Plan, surnommé le plan de la faim, qui visait à organiser la famine sur les terres conquises, non pour expulser les habitants, mais pour les exterminer. Ceux qui ne périssaient pas sous les bombes des Stuka, les obus des canons et des panzers
étaient voués à la famine pure et simple. Et les Einsatzgruppen, littéralement groupes d'intervention, qui étaient des unités mobiles d'extermination du 3e Reich allemand, assassinaient ceux qui restaient. Quand on voit ce qui se passe à Gaza dans l'opération militaire israélienne Glaive de fer, n'y a-t-il pas une certaine ressemblance, y compris par le refus du ravitaillement en nourriture des populations sous les bombes pour les affamer? L'État sioniste d'Israël utilise, comme les nazis contre l'URSS, la famine comme une arme de guerre pour exterminer le peuple palestinien. C'est leur plan de la fin. Toujours selon Mediapart, le député Thomas Porte a saisi la justice concernant le cas d'un franco-israélien s'étant possiblement rendu compte d'actes de torture dans la bande de Gaza. Le fait que des binationaux combattant pour Tsahal puissent être impliqués dans des crimes de guerre fait désormais peu de doute. Les vidéos où l'on voit des prisonniers palestiniens humiliés publiquement par des soldats israéliens, dénudés, agenouillés, les yeux bandés ou alignés contre des murs, ne sont hélas plus rares depuis le début des opérations israéliennes dans la bande de Gaza. Les allégations de torture sur ces prisonniers sont également nombreuses. Pas une arme, un centime pour l'État sioniste assassin. Cessez-le-feu immédiat en Palestine et à Gaza et en Cisjordanie. Arrêt de la barbarie et du génocide. Les coupables de crimes doivent être traduits devant les juridictions nationales et internationales. Ils sont tués, ils doivent être jugés. Solidarité inconditionnelle avec le peuple palestinien. La France Insoumise, l'UPES, condamne la destruction totale de l'hôpital Al-Shifa et le massacre des humanitaires et de leurs chauffeurs par l'armée israélienne. Avec l'anéantissement du principal hôpital de Gaza, le système de santé palestinien est à terre. La découverte de cadavres dans ces ruines rappelle que 2 mois après que la Cour de justice internationale a demandé à Israël de prévenir un risque de génocide, une semaine après que l'ONU a demandé un cessez-le-feu, Israël amplifie son offensive en ciblant prioritairement les civils et toutes celles et ceux qui leur viennent en aide. Au cours des 6 derniers mois, plus de 32 000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d'enfants, ont été tués et plus de 70 000 blessés par l'armée israélienne de la bande de Gaza. Plus d'1 million sont menacés de famine dans de brefs délais. À ces exactions contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, où le gouvernement d'extrême droite poursuit la colonisation des territoires palestiniens et y terrorise la population, s'ajoutent des attaques meurtrières de l'armée israélienne dans plusieurs pays de la région au risque d'un embrasement généralisé. C'est le cas du Liban et désormais de la Syrie où des militaires iraniens ont été tués. Les déclarations ne suffisent pas à arrêter Netanyahou. Nous demandons des actes. Le gouvernement français doit cesser son atroce en même temps et prendre enfin des sanctions diplomatiques et économiques vis-à-vis d'Israël, à commencer par l'arrêt total des exportations d'armes. La France doit également défendre au sein de l'Union européenne la suspension de l'accord d'association avec Israël et proposer au Conseil de sécurité une résolution permettant l'envoi urgent de casques bleus pour prévenir le massacre le plus sanglant de la décennie. À l'instar du texte qui a été adopté au Parlement européen à l'initiative de Manon Bry, nous proposerons l'adoption par l'Assemblée nationale d'une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat et durable. Nous demandons le cessez-le-feu. Nous demandons le cessez-le-feu et l'arrêt des livraisons d'armes. Aux élèves, quand on intervient dans les collèges, on leur dit, pour bien comprendre aujourd'hui, il faut se référer à l'histoire et comprendre l'histoire. Et pour le coup, moi, je voudrais juste faire un petit retour sur la loi de 2018, qu'on appelait la loi fondamentale. En 1948, la déclaration d'indépendance d'Israël promettait que l'État se développerait au bénéfice de tous ses habitants, qui serait fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix, qu'il assumerait une complète égalité des droits sociaux et politiques pour tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race et de sexe. Dans les faits, les Palestiniens ont toujours été discriminés en Israël.
considérés comme des citoyens de deuxième zone. Mais le pouvoir israélien essayait de préserver les apparences en disant Israël est la plus grande démocratie au Moyen-Orient. Et on continue encore à l'entendre aujourd'hui. Mais par la loi de 2018, dite la loi constitutionnelle, la valeur constitutionnelle, la loi fondamentale, elle dit l'État-nation du peuple juif, donc Israël, est le foyer national du peuple juif dans lequel il réalise son droit national, culturel, historique, religieux à l'autodétermination. Israël est la patrie du peuple juif et sa capitale est le grand Jérusalem réunifié. Cette loi officialise les discriminations envers les Israéliens non juifs, y compris envers les Druzes. Aucune mention des droits de l'homme, de la protection des minorités, des principes d'égalité et de liberté d'expression. Elle s'inscrit, cette loi, dans un projet plus large visant à judaïser la société israélienne et à remettre en cause certains avantages démocratiques des décennies précédentes. Elle a été élaborée par l'extrême droite et cette loi prolonge complètement toutes les lois antidémocratiques et liberticides mises en place depuis 2019. C'est une loi raciste qui institutionnalise l'apartheid en Israël. Le député du Likoud, rapporteur de la loi à l'époque, avait déclaré « Nous avons passé cette loi fondamentale pour empêcher la moindre velléité de tentative de transformer l'État d'Israël en une nation de tous les citoyens. » Cette loi vise aussi à instrumentaliser les Juifs du monde entier, faisant d'Israël leurs représentants, leur déniant leur rôle dans le pays où ils vivent. Ce danger a été bien vu par des organisations juives des États-Unis qui ont appelé à s'y opposer. Le MRAP, en 2018, a aussi dénoncé cette loi qui légalise l'apartheid en Israël et a appelé à faire appliquer la Convention internationale sur l'élimination et la répression des crimes d'apartheid. Il faut comprendre les événements d'aujourd'hui dans l'application de cette loi de 2018. Loi qui conforte donc l'apartheid. Et j'insiste parce que, y compris en France, cette notion d'apartheid en Israël est discutée par un certain nombre d'organisations alors qu'elle contribue à être la mère aussi des événements d'aujourd'hui. Palestiniens, nous sommes tous des Palestiniens. 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 Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Merci beaucoup. Oui, alors Agnès précise qu'il y a un différent, c'est un magazine du MRAP qui est dédié justement à la Palestine avec des dossiers très intéressants à la fois sur le plan historique, sur le plan d'actualité, etc. Elle peut en commander. Donc si ça vous intéresse, allez là, votre présence et votre soutien sans faille. Mois d'attaques incessantes ont forcé plus de la moitié de la population de Gaza jusqu'à l'extrémité la plus méridionale de la bande. Plus d'1,5 million de personnes s'abritent désormais à Rafah. Les Palestiniens vivent dans des camps de fortune, dans des abris surpeuplés. Les ressources sont rares. Rafah était jusqu'à récemment considérée comme une zone sûre. Le gouvernement israélien a annoncé un assaut à grande échelle sur Rafah. Plus d'1,5 million de personnes seront dans la ligne de mire. Rafah est la fin de la ligne. Et l'attaque du dernier refuge à Gaza sera catastrophique. Liebe Palästina och krossa sionismen. Liebe Palästina och krossa sionismen.
Vive